Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et on est très heureux de vous accueillir ce soir pour les vraies voix de l'emploi, accompagné de Nicolas Leroy qui est avec nous, directeur du recrutement du groupe Fiducial. Bonsoir Nicolas, comment ça va? Bonsoir Cécile. On est ravis d'être ensemble avec vous, de vous parler d'une opération qui nous ravit, l'Université des métiers du nucléaire. France Travail, LinkedIn France et EDF qui annoncent avoir signé une déclaration commune pour accélérer le recrutement du projet EPR2 de Penly en Normandie, une expérimentation innovante dont l'objectif est de développer les recrutements liés à la relance du nucléaire en France, une filière qui prévoit de recruter 100 000 nouveaux talents d'ici 2033. On va en parler avec nos invités, Nicolas. Oui, alors parce que le nucléaire, c'est un sujet important. En 2011, l'Allemagne est sortie du nucléaire. Ça a créé pas mal d'hésitations dans les pays européens, notamment France, qui était pourtant un champion du nucléaire. Et en 2022, avec les objectifs de décarbonation, la filière est relancée, donc 15 000 recrutements par an. Donc évidemment, il y a eu un trou de compétences entre-temps, puisque les autres ont basculé dans d'autres industries. Donc nos trois invités aujourd'hui s'impliquent pour relancer un peu cette filière en France. Et donc on va accueillir Fabienne Arata, country manager de LinkedIn France. Bonsoir. Bonsoir. Hélène Badia, qui est la présidente de l'Université des métiers du nucléaire. Bonsoir. Et puis Catherine Pou, directrice du développement des services aux entreprises de France Travail. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi, spécial métier vert ce soir. Les vraies voix Sud Radio. Et on le disait, la course au talent s'intensifie dans le monde d'ici 2030. Près de 20% des emplois liés aux compétences vertes dans le monde risquent de ne pas trouver de candidats qualifiés. On va en parler avec nos invités. Fabienne Arata, merci d'être avec nous, country manager de LinkedIn France. L'échéance est bien là. Il y a effectivement cette association entre vous, Hélène Badia qui est avec nous, présidente de l'Université des métiers de nucléaire, Catherine Pou, directrice du développement des services entreprises de France Travail et EDF aussi. Ça a été signé il y a assez peu de temps. Comment tout ça est né ? Comment tout cela est né pour vous dévoiler un peu les coulisses de ce projet. Nous déjeunions un jour ensemble avec Hélène et nous abordions effectivement la pénurie des talents verts d'une part et le caractère indispensable de renouveler l'attractivité de la filière des métiers du nucléaire et les enjeux de talent et des compétences pour la France. Et sur cette nappe en papier, nous avons commencé à l'ancienne de décrire ce qui allait devenir un plateau de recrutement et de développement de talent pour l'ensemble de la filière. Et évidemment, comme une évidence, l'association avec France Travail pour faire toute l'ingénierie, le recrutement et puis accompagner ces talents sur la durée et leurs compétences. Alors vous, Hélène Badia, je réagis tout de suite. Vous, le nucléaire, c'est un peu votre maison, hein, vous connaissez par cœur. Le principe, c'est pareil, de l'Université des métiers du nucléaire, c'est aussi assez récent. Oui. Le but était quoi à la création? Comme ça, on a la genèse de tout. Oui, absolument. Alors, c'est effectivement une entité qui est assez récente. C'est un objet très récent, l'Université des métiers du nucléaire, puisque nous avons été créés en 2021. Peu de temps avant la relance du nucléaire, en tout cas le discours de Belfort du président de la République, en février 2022 à Belfort, où il a exprimé les grands enjeux du nucléaire devant nous, prolonger le parc existant, le parc nucléaire existant, construire de nouveaux réacteurs, des petits réacteurs modulaires qu'on appelle les SMR, Small Modular Reactors. Et face à ces projets industriels, effectivement, l'enjeu est de taille. Il faut retrouver des compétences pour l'ensemble de la filière nucléaire. Pas seulement EDF, qui est chef de file de cette filière nucléaire, mais toutes les entreprises. Aujourd'hui, la filière nucléaire, c'est 220 000 emplois en France. C'est la 3e filière industrielle de France. Et effectivement, on n'avait pas construit de centrale depuis de nombreuses années. Oui, là, c'est un peu le lapin dans les phares, là, tout à coup, quand tout ça arrive. Absolument. Voilà, et donc là, il faut se remobiliser avec tous les acteurs, du public, du privé, pour rebâtir une filière compétente, avoir les bonnes compétences au bon moment, au bon endroit. Alors je voulais revenir sur ce que disait Fabienne. Il faut peut-être dire un mot pour nos auditeurs. Vous parlez d'énergie verte. C'est pas forcément dans l'imaginaire collectif le nucléaire qui vient en premier, mais pour vous, vous considérez comme le nucléaire dans les emplois verts. Alors, le nucléaire participe à la réalisation des enjeux de décarbonisation que nous avons en France d'une part, et par ailleurs participe à l'augmentation de consommation électrique auquel nous allons avoir à faire face dans les prochaines années sous de nombreux aspects. Mais je laisserai plutôt la parole à Hélène sur talent vert et métier du nucléaire, puisque c'est plus son sujet.
Moi, je vais me retourner avec Catherine Pou, directrice du développement des services en entreprise de France Travail, parce que forcément, des idées, après, il faut les mettre en place. Voilà, et il faut les déployer, ce qui est toujours un problème, un petit peu partout en France, et aller chercher ces talents. On va en parler tout à l'heure, mais forcément, naturellement, vous êtes entré dans la boucle. Complètement, puisque les missions de France Travail, c'est l'accompagnement des entreprises qui ont des besoins de recrutement, et c'est accompagner plus particulièrement les filières qui sont confrontées à des difficultés de recrutement. Et on le sait aujourd'hui, un employeur qui recrute, ils sont en tout cas 57% à nous dire anticiper des difficultés de recrutement. Dans l'industrie, ça monte à 59%. Et quand on regarde des métiers du nucléaire, et on l'a largement partagé avec Hélène, il y a un certain nombre de métiers, je vais vous citer celui de tuyauteur ou celui de soudeur, pour lequel les employeurs qui veulent recruter aujourd'hui dans ces métiers anticipent des difficultés à un niveau très élevé. On est à 87% d'entreprises qui disent mais on va avoir beaucoup de mal à trouver. Donc la mission de France Travail, c'est d'être là aux côtés des autres acteurs. En soutien. Pouvoir effectivement en soutien agir, et on va y revenir sûrement en complémentarité. Il faut trouver des méthodes de sourcing différentes, il faut mettre en place des modalités de recrutement différentes, et c'est tout ce que nous essayons de faire aujourd'hui à Penly. Alors, je voulais poser la question, est-ce que, avant cette relance en 2022 du nucléaire, est-ce que c'était encore un secteur attractif, ou est-ce qu'au contraire, depuis 10 ans, on a vraiment eu un ralentissement de cette filiale qui était très porteuse, si je me souviens bien, il y a effectivement avant Fukushima, mais est-ce que vous avez senti votre ralentissement ? Oui, on a senti un ralentissement justement après Fukushima, et puis avec des annonces, je vous rappelle qu'il avait été décidé de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim, qu'on a d'ailleurs fermée, avant cette relance du nucléaire. Et donc on a senti dans les écoles, dans les formations dédiées au nucléaire, une baisse d'attractivité, c'est-à-dire que les jeunes ne voulaient plus aller dans des formations menant à nos métiers, et des difficultés de recrutement. Ça a été, pardon, je vous coupe, ça a été un arrêt subi tout à coup. Comment ça a été vécu dans le milieu de l'industrie en tout cas? En tout cas, ça a été assez rapide après Fukushima, et puis un déclin un petit peu plus progressif, puisque finalement on se disait il n'y a plus d'avenir dans le nucléaire, on va fermer toutes les centrales, ce qui a été évoqué à un moment. Et puis, au final, il y a eu cette mobilisation générale de la part de l'État pour dire mais non, on va relancer le nucléaire parce que ça contribue à la transition énergétique, puisqu'effectivement, c'est une énergie qui émet très peu de carbone. Et donc, elle va contribuer à la transition énergétique aux côtés des énergies renouvelables. Ce mix, il est important. Et on a besoin du nucléaire pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone en 2050. D'où le discours du président de la République qui a dit bah oui, on va relancer le nucléaire, et on a vu des effets positifs, mais tout de suite, c'est-à-dire que à nouveau les écoles se sont remplies. J'ai quelques exemples d'écoles d'ingénieurs, l'IMT Atlantique à Nantes, où la promo elle a fait x3, la promo dédiée au nucléaire, elle a fait x3 sur les 3 dernières années, c'est-à-dire qu'on a 3 fois plus d'élèves qui veulent venir travailler dans le nucléaire pour des raisons de conviction, d'engagement pour la transition énergétique. Juste avant la pause, il nous reste quelques instants. Est-ce que Fabienne Arata, vous êtes patronne de LinkedIn France, vous voyez tous ces messages montés d'entreprises qui finalement se disent on cherche des talents, on n'en trouve pas, vous sentez qu'il y a quand même une recrudescence? Absolument. Alors, ce qu'évoque Hélène en termes de pénurie de talents sur la filière du nucléaire, ça se confronte à une deuxième tendance qui est la pénurie de talents sur ce qu'on appelle l'ensemble des compétences vertes, liées au verdissement de l'économie. Aujourd'hui, dans tous les métiers, le vôtre, celui de Nicolas, le mien, on va devoir avoir, dans les 5 ans qui viennent, un minimum de compétences vertes pour des raisons de régulation, de transition sur un certain nombre de métiers dans toutes les industries. Et donc ces deux tendances confrontées fait qu'on a aujourd'hui des taux de recrutement qui sont 1,5 fois supérieurs sur ces métiers-là, qui demandent au moins une compétence verte, que sur tous les autres métiers. D'où la nécessité d'avoir des pratiques de recrutement innovantes et d'aller sourcer sur des viviers qui sont complémentaires, celui de France Travail et celui de LinkedIn. On va en parler dans quelques instants parce que, outre cette petite réunion sur une nappe de restaurant, il s'est passé des choses depuis, bien entendu. Ils ont construit, créé, mis en place et un déploiement assez intelligent et intéressant. Et je peux vous assurer qu'on va vous faire aimer le nucléaire. Allez, à tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
Les vraies voix de l'emploi ce soir avec Nicolas Leroy qui m'accompagne, que je remercie d'avoir monté cette émission. Bien entendu, très bien entouré ce soir, beaucoup de femmes, et je comprends, Nicolas Leroy, bien sûr, beaucoup de talents féminins. Fabienne Arata d'un côté, country manager de LinkedIn France, Hélène Badia qui est avec nous, présidente de l'Université des métiers du nucléaire, et Catherine Pou qui est directrice du développement des services aux entreprises de France Travail. Alors, ce qui est important dans cette filière nucléaire, c'est qu'on découvre en travaillant sur le sujet. D'abord, il y a beaucoup d'emplois directs et indirects, à peu près 220 000 emplois directs et indirects, et on se rend compte d'abord des savoir-faire et de métiers, une pléthore de métiers dont on ignorait le lien avec finalement aujourd'hui le nucléaire. Alors qui veut rebondir dessus? Est-ce que vous peut-être avec nous, pardon, pour les Hélène Badia, de nous dire quels sont par exemple les métiers qui pourraient intéresser? Oui, alors en fait, on a effectivement cartographié tous les métiers de la filière nucléaire en 90 métiers, en gros. Ah oui, quand même. Et effectivement, ça va des métiers qui sont des métiers recherchés par d'autres filières industrielles, comme des métiers de soudeur, de tuyauteur, d'électricien, voilà. Et puis jusqu'à des métiers d'experts vraiment du nucléaire, comme ingénieur de sûreté nucléaire, ingénieur en radioprotection. Mais l'étendue est très large et ça touche des niveaux de qualification qui vont de CAP à Bac+5, voire au-delà. Et effectivement, dans l'imaginaire collectif, on se dit toujours le nucléaire, c'est réservé à des experts, mais pas du tout. En fait, un soudeur est un soudeur, et alors effectivement, il a quelques spécificités s'il vient travailler dans le nucléaire, mais c'est le même métier. Et vous les sentez, j'imagine, Fabienne Arata, toujours sur LinkedIn, de voir finalement que les entreprises changent aussi leur modèle pour attirer ces talents. Absolument. Sur la prise de parole. Alors, changent leur modèle en termes de recrutement, surtout, puisque Hélène l'a évoqué, ce sont des métiers et des compétences qui se retrouvent dans d'autres filières industrielles. Et donc là, l'idée consiste à transitionner et à travailler la mobilité intersectorielle pour aller chercher des professionnels pour lesquels les métiers sont possiblement en déclin, les former le cas échéant et les amener vers ces filières qui sont extrêmement demandeuses. La richesse des parcours et des carrières que propose le nucléaire aujourd'hui est formidablement attractif. Donc une mobilité à la fois intersectorielle, et on y viendra probablement une mobilité géographique également qui est travaillée dans le cadre de cette initiative. Alors on sent qu'il y a une mobilisation des entreprises, mais l'État, en fait, à part avoir décrété le retour du nucléaire, est-ce que Catherine Pou, vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a des impulsions de l'État qui sont autres que le fait de le décréter? Oui, les impulsions de l'État, c'est notamment avec des opérateurs comme France Travail, mais aussi les autres opérateurs du réseau pour l'emploi, c'est accompagner, je le disais tout à l'heure, les entreprises. Aujourd'hui, 60% des recruteurs nous disent, face aux difficultés de recrutement rencontrées, nous sommes prêts à envisager de recruter un profil un peu différent de celui que nous avions imaginé au départ. Nous sommes prêts éventuellement à envisager des formations. Et donc, les leviers pour accompagner les entreprises, comme le disait Fabienne, à recruter autrement, à former avant même d'embaucher le salarié, sont des leviers qui existent et qui font partie de la politique publique aujourd'hui. Je vais vous donner peut-être juste quelques exemples. Travailler en amont sur l'attractivité des métiers, ça peut passer par des formules de type stade vers l'emploi. Alors, stade vers l'emploi, c'est quoi? C'est réunir sur un terrain de foot, par exemple, des personnes en recherche d'emploi et des employeurs. On ne sait pas qui est qui. On pratique un peu de sport et puis à la fin, effectivement, il y a un échange qui permet d'aller repérer des compétences, par exemple, de travail en équipe, parce que j'ai pris l'exemple du foot. Donc ça, c'est un exemple d'autres méthodes. Vous parlez du recrutement, mais le problème, c'est que des tuyants, des soudeurs, on sait qu'il y en a peu. Donc finalement, l'enjeu, il va être sur la formation. Est-ce qu'on va investir justement sur ces métiers qui, on le sait, ne sont pas hyper poussés, notamment au niveau de l'école, des lycées, des collèges. Donc est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vrai investissement sur la formation et même plus loin sur la formation des jeunes et l'attractivité de ces métiers? Alors il y a deux choses, et Hélène, je pense, pourra compléter. Oui. Il y a à la fois la formation initiale, et je vais laisser Hélène en parler, parce qu'effectivement, il y a quand même toute une impulsion qui est donnée pour rouvrir des écoles et des formations pour les jeunes qui démarrent. Et puis, il y a la préparation opérationnelle à l'emploi, c'est-à-dire que vous et moi qui rêvons peut-être à un moment donné de devenir tuyauteur dans le nucléaire. Il y a un certain nombre de formations qui peuvent aller jusqu'à 400 heures que nous sommes capables de financer
pour une personne dans une entreprise donnée juste avant qu'elle soit recrutée. Donc les leviers existent, encore faut-il effectivement que nous les fassions connaître et que nous soyons en capacité de les mobiliser. Mais il y a à la fois donc la formation reconversion et puis la formation initiale, mais Hélène en parlera mieux. Je reviens un petit peu en arrière, si vous permettez, Hélène Badia. Avant de trouver effectivement des métiers et des clients, il faut peut-être redorer un petit peu et redonner de l'attractivité à ces métiers, avec une image, en fabriquant une image un peu plus positive qu'elle n'était. Et ça, avec Fabienne Aralta, j'imagine que vous travaillez à ça. Oui, on travaille beaucoup sur l'attractivité, c'est le sujet de la formation, mais aussi en amont le sujet de l'attractivité, et effectivement. Et d'ailleurs, c'est globalement un sujet d'attractivité des métiers industriels au sens large, et pas seulement l'attractivité du nucléaire. L'idée, c'est de se dire comment on va attirer des jeunes, par exemple, dans un bac pro chaudronnerie ou dans un bac pro électricité. Voilà. Aujourd'hui, il y a encore trop peu de parents ou trop peu de professeurs qui orientent les élèves vers ces formations-là. Ou de conseils d'orientation, voilà, ou en conseil de parents, voilà. Et donc l'idée, c'est comment attirer vers ces métiers, réenchanter l'image de l'industrie. Donc on a beaucoup de dispositifs qui ont été créés. Un dispositif, par exemple, qui est un métaverse qui s'appelle Fort Industrie, qui va permettre à des élèves de s'inscrire et d'aller découvrir les métiers de l'industrie. Et ça, c'est porté à la fois par tout un tas d'industriels, plus de 100 industriels, mais aussi l'État. Et l'année dernière, Fort Industrie a permis de former, de faire découvrir les métiers plutôt à plus de 50 000 élèves. Et cette année, on frôle les 100 élèves. 50 000 et 100 000 cette année. Donc ça, c'est des dispositifs que l'on peut mener. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est grâce au soutien de l'ensemble des industriels, mais aussi de l'éducation nationale. Et dans le sujet attractivité, on a aussi d'autres opérations qu'on mène avec France Travail, comme par exemple la Semaine des métiers du nucléaire. J'allais vous en parler. Merci Cécile. Exactement. Alors ça, c'est un super truc. Ça fait super intéressant. Ça fera la troisième année. Ça fera la troisième année en 2025. Ça fera la troisième année en 2025. Première année. Alors le concept, c'est quoi? Pendant une semaine, l'idée, c'est de parler du nucléaire, d'expliquer nos métiers, nos formations qui mènent à ces métiers, et puis d'organiser des gros job dating, du recrutement dans toutes les régions de France. L'année dernière, 270 événements dans toute la France, 400 entreprises de la filière nucléaire mobilisées, et on a eu 16 000 visiteurs, donc demandeurs d'emploi, jeunes diplômés, qui sont venus voir nos métiers et s'inscrire à ces forums de recrutement. La reconversion aussi, vous en parliez tout à l'heure. La reconversion, vraiment, demandeurs d'emploi, reconversion, tous ceux qui cherchent un travail, en fait, que ce soit les jeunes sortis d'études ou reconversion. Et on est très content avec France Travail, Catherine, parce qu'on a fait 16 000 visiteurs, c'est-à-dire x2 par rapport à l'édition précédente. Donc en 2025, retenez la date, ce sera du 3 au 7 février 2025, et on espère faire encore mieux. Absolument. Alors moi je voulais revenir sur l'attractivité, je me tourne vers Fabienne, vous avez un gros concurrent dans le nucléaire qui est le pétrole, qui pratique des salaires très élevés pour les tuyauteur et les chaudronniers. Est-ce qu'aujourd'hui le nucléaire est encore attractif d'un point de vue salarial? Alors le nucléaire est parfaitement attractif. Alors sur le point de vue salarial, je ne me positionnerai pas puisque ce n'est pas une nature de données que LinkedIn traite. En revanche, si je reviens sur comment est-ce qu'on travaille l'attractivité d'une filière, que ce soit le nucléaire mais plus largement l'industrie, ça se travaille effectivement par l'ensemble des événements qu'évoquaient Catherine et Hélène précédemment, mais ça se travaille également par une qualité de relation. Et c'est ce que nous avons construit sur le plateau Emploi Compétences avec France Travail Normandie sur l'initiative dont nous parlons ce soir, qui consiste à pouvoir contacter les talents potentiels, les professionnels potentiels de manière très ciblée. Et là, la donnée LinkedIn permet cela. Et les contacter de manière très ciblée avec une qualité de relation renouvelée, c'est-à-dire les suivre sur la durée. Je ne vais peut-être pas le ou la recruter maintenant, mais dans quelques temps, je vais avoir un poste qui s'ouvre. Et ce suivi-là, c'est une nouvelle pratique de recrutement que nous construisons ensemble avec France Travail et l'UMN. Est-ce que ça veut dire que la région de Normandie, parce que là on parle de la Normandie, que j'embrasse bien entendu, et est-ce que la Normandie aide et crée justement, travaille avec vous pour l'attractivité, pour le logement, parce qu'il y a aussi tout un environnement, c'est-à-dire que ceux qui vont débarquer d'autres villes ou d'autres régions, il faut qu'ils adhèrent en tout cas à la région du moment. Complètement. Ouais. C'est vrai que quand on parle recrutement et quand on pense aux difficultés qu'il peut y avoir ou aux freins, il
faut avoir une approche effectivement globale. C'est ça. Et vous avez raison, l'aspect logement, l'aspect transport parfois est un élément important. Donc bien évidemment les acteurs économiques locaux, je dirais ce projet c'est la réunion et l'association de compétences à la fois du privé, de l'université, donc des métiers du nucléaire, des entreprises qui sont retenues sur le chantier pour avancer sur ce projet, et puis des acteurs effectivement, des élus locaux, des acteurs politiques et économiques locales, complètement. Et ça fait partie aussi d'ailleurs, c'est un élément important pour nous parce que ça fait partie aussi de l'ADN de France Travail. La création de France Travail, c'est aussi ça, hein, c'est faire équipe ensemble pour avancer et trouver des solutions concrètes. Vous vouliez rebondir, Fabienne? Oui, absolument, parce que ce qu'on évoque là sur la Normandie, c'est une demande dans beaucoup d'autres bassins d'emploi. Que les acteurs puissent faire coalition de la sorte et travailler une gestion des emplois et des compétences par bassin d'emploi. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc l'idée consiste justement à mettre en mouvement l'ensemble des acteurs de l'emploi, public et privé, comme l'évoquait Hélène. On en parle dans un instant. On fait une petite pause. En tout cas, merci de nous accompagner jusqu'à 20h avec Nicolas Leroy et nos invités. On parle du nucléaire, 220 000 postes jusqu'à 2030, si je ne m'abuse. L'échéance arrive vite, donc je vous conseille d'écouter cette émission jusqu'à la fin. Tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Chers amis, merci d'être avec nous jusqu'à 20h. C'est les vraies voix du nucléaire avec Nicolas Leroy qui est avec nous pour nous accueillir, en tout cas nous accompagner. Fabienne Arata, country manager de LinkedIn France, et Hélène Badia, je vais y arriver, présidente de l'Université des métiers du nucléaire, et Catherine Pou, directrice du développement des services aux entreprises de France Travail. Alors, cette filière, troisième filière industrielle française, avec des centaines de métiers passionnants. Je vous le disais hors antenne, Hélène Badia, je pense qu'on ne se rend pas compte. Vous évoquiez à peu près 90 métiers. On n'imagine pas tous les métiers pléthores et ce qu'on peut trouver dans ces métiers du nucléaire, dans cette filière. Oui, par exemple? Alors, c'est vrai qu'il y a différents métiers. Il y a les métiers qui vont servir, par exemple, des métiers de terrain qui vont servir à faire la maintenance, faire fonctionner les centrales existantes. Donc là, ce sont les fameux soudeurs, tuyauteurs, chaudronniers, électriciens, techniciens de maintenance. Aussi des métiers plus spécifiques, technicien radioprotection, par exemple. Et puis, va y avoir tous les métiers pour la construction des futurs réacteurs. On a démarré Penly, là, justement, c'est l'objet de notre expérimentation. Là, on va avoir besoin de gens qui travaillent dans la construction, du génie civil, du BTP, en fait. Donc, des grutiers, des canalisateurs, des terrassiers. Voilà, ça fait partie aussi des métiers, finalement, qu'on va rechercher dans la filière nucléaire. Et puis après, des métiers de niveau plutôt Bac+5. On recherche énormément de chefs de projet, donc vraiment ingénieurs généralistes. Et des fonctions support aussi. Et puis des fonctions support, bien sûr. Donc, on va chercher des acheteurs, on va chercher des personnes qui travaillent dans la sécurité, vraiment tous les métiers du CAP au Bac+5. Alors vous parlez de métiers assez techniques, donc je pense que pour l'éditeur, on doit se dire ça doit être difficile en termes d'accès ce secteur, mais il y a des reconversions qui se font facilement, et en combien de temps? Il y a des reconversions qui se font assez facilement. Par exemple, pour les métiers de grutier et de canalisateur, au bout de 2 mois, les gens sont formés. Après, je ne vais pas vous dire qu'il vous faut 2 mois pour être soudeur dans le nucléaire. Il faut plutôt plusieurs années. Mais c'est des reconversions qui se font assez facilement, et on va aller pouvoir chercher des personnes en reconversion grâce à des méthodes hyper intéressantes de France Travail, qui d'ailleurs vont faire appel aux aptitudes des personnes. Ça s'appelle la MRS, et voilà. La méthode de recrutement par simulation. J'ai adoré ce truc. C'est génial. Vous On est d'accord. Vous allez nous en parler. D'abord, je vais me retourner contre, je vais pas me tourner vers, et pas contre Fabienne Arata. Franchement, il y a des soudeurs chez LinkedIn? Alors, il y a des soudeurs, il y a des grutiers, il y a des canalisateurs. Et effectivement, lorsqu'on a démarré... c'est nouveau, je les ai pas vus. L'expérimentation, on a pu juger sur pièce, d'une part, de la complémentarité de nos viviers avec France Travail, du fait qu'il y avait des soudeurs, des canalisateurs, des terrassiers, mais qu'en plus, ils étaient prompts à répondre très vite aux sollicitations qui leur étaient faites sur LinkedIn. Donc c'est ça la grosse différence. Aujourd'hui, 30 millions de professionnels en France interagissent sur LinkedIn, 30 millions de membres, dont 5 millions de professions non télétravaillables telles que celle-ci. Vous avez beaucoup élargi la base, parce que moi, il y a 10 ans, LinkedIn, c'était quand même un
un réseau qui était dédié au cadre supérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez élargi votre base? Alors, Absolument. Si vous êtes des soudeurs et des il y a 10 ans, LinkedIn, c'était 2 millions de membres. Aujourd'hui, 30 millions, 90% de la population active en France. Dans les dents. C'est ce que tout le monde nous a dit quand on a lancé l'Expo. Ils nous ont dit pourquoi LinkedIn? Bah oui, bah si, justement LinkedIn. Justement. Mais est-ce que vous incitez, vous, sur ce réseau incroyable professionnel, de dire, voilà, moi je suis spécialiste là-dedans. Est-ce que finalement, tous ceux qui ont un compte LinkedIn doivent mettre en avant, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, hein, on a fait ça, de dire, ben voilà, moi, mon expertise, c'est ça, pour qu'on vienne vous chercher? Alors, doivent déclarer leurs compétences, absolument, parce que on parlait de la méthode de recrutement par simulation de France Travail. La philosophie, elle est très proche lorsqu'on parle chez LinkedIn de recrutement par les compétences. Et la manière dont on va sourcer va justement consister à filtrer par les compétences qu'un professionnel a déclarées sur son profil. Donc, oui, 3 fois oui, il faut déclarer l'ensemble de ses aptitudes, certifiées ou pas, et qu'elles soient métiers, je dirais, techniques ou compétences comportementales aussi, parce que des aptitudes du type créativité, travail en équipe, collaboration sont également extrêmement importantes dans l'ensemble de ces métiers. Alors, je me tourne naturellement vers Catherine Pou, qui est directrice du développement des services entreprises de France Travail. Ça s'appelle la méthode de recrutement par simulation, MRS. Alors, qu'est-ce que Alors, en fait, cette méthode, elle consiste à analyser les activités sur un poste de travail. Quels sont les gestes que fait concrètement un soudeur? Quelle est l'habileté manuelle et la dextérité qu'il lui faut? Et par analogie, on reproduit des exercices qui vont effectivement permettre de refaire ces gestes et de vérifier si la personne qui n'a jamais exercé ce métier de sa vie, qui n'a pas de diplôme de tuyauteur ou de soudeur, qui n'a pas de formation spécifique, est-ce qu'elle a l'aptitude l'habileté qui lui permettra demain, moyennant une formation, la plupart du temps à l'issue de cette évaluation, quand on a vérifié ses aptitudes, quand on a vérifié cette capacité à exercer les gestes professionnels, eh bien on va enclencher une formation pour qu'effectivement l'employeur puisse la recruter. Donc voilà, et ça permet effectivement... Vous mesurez les dispositions potentielles d'un candidat qui n'a jamais touché et qui peut justement postuler. Ces dispositions, vous les faites passer à tous les demandeurs d'emploi qui seraient intéressés, ou comment ça se passe? Alors, aux demandeurs d'emploi qui sont intéressés, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu un parcours, c'est une étape. Concrètement, on leur dit voilà, on a une entreprise qui recherche effectivement un certain nombre, Panly recherche X tuyauteurs. Ok. Est-ce que, alors que vous n'avez jamais exercé ce métier, vous êtes intéressé? Alors on leur explique quel est le métier. La plupart du temps, on le fait avec l'entreprise, parce que là aussi, c'est l'employeur qui va encore en parler mieux que nous, mieux que nos conseillers. On leur présente le métier, et s'ils sont d'accord, effectivement, on prévoit une session où on va leur faire passer ces exercices. On se met d'accord d'ailleurs sur un niveau qui nous paraît le niveau minimum de garantie, d'avoir cette aptitude-là. Et puis dans la foulée, on met en place une formation. Il y a une promesse d'embauche derrière ou pas? Alors, il y a une promesse de la part de l'employeur qui est importante, parce que c'est une méthode qui ne fait appel, elle est totalement non discriminatoire. Elle permet, et les employeurs nous le disent, sans filtrer sur un CV ou une expérience, elle permet à un candidat de rentrer en contact avec un employeur. L'employeur s'engage à recevoir toutes les personnes évaluées positivement. En plus, c'est très ludique. C'est absolument. Oui. Absolument. C'est un côté très ludique. Ça peut être avec des exercices digitaux, ça peut être avec des exercices beaucoup plus, notamment sur les soudeurs. Il y a un certain nombre d'exercices avec un marqueur, un marqueur, tout à fait. Donc c'est très ludique. Ça ne stresse pas les candidats. Parce qu'on n'est pas face à un entretien de sélection. Et puis ça peut changer le logiciel de plein de personnes qui se disent, moi je suis pas du tout capable de faire ça. Complètement. Ça favorise l'inclusion et la diversité. Bien sûr. Ça permet vraiment de découvrir des compétences que l'on ignore. C'est ça. Et je citerai quand même aussi un autre élément pour se dire, finalement, faire tomber un peu les préjugés et se dire, mais ce métier-là n'est pas fait pour moi, ou le nucléaire c'est pas fait pour moi. La méthode de recrutement par simulation, l'immersion, des visites. On a organisé, je pense, il n'y a pas très très longtemps, une visite dans la centrale de Bellefontaine en Martinique. Visiter un site, ce qui peut être évidemment
ouvert au public. En Martinique en plus. En Martinique en plus. Bon, voilà. Ne gâche rien. Mais voilà, tous ces éléments-là, c'est vraiment pour but de permettre à des personnes d'ouvrir le champ des possibles. Et le champ des possibles, ce sont peut-être aussi les femmes, Fabienne Arata, avec ce principe Women in Nuclear France aussi, c'est un sujet important, les femmes dans le nucléaire. Alors les femmes dans le nucléaire, c'est un sujet effectivement majeur, mais surtout les femmes et les compétences vertes, c'est clé, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la courbe d'acquisition des compétences sur l'ensemble des compétences qui vont être nécessaires pour éviter d'avoir le mur que vous évoquiez tout à l'heure, qui est d'ici 2030 ou 2050, un emploi sur 2 non pourvu par manque de compétences vertes. Aujourd'hui, lorsqu'on compare la courbe d'acquisition des compétences entre les hommes et les femmes, un homme sur 8 dispose au moins d'une compétence verte versus une femme sur 5. Qu'est-ce qui se passe si elle ne les acquiert pas aussi vite que les hommes ? Dans 2 ans, 3 ans, les métiers qui seront réellement les métiers en demande pénurique et qui recruteront, elles ne pourront pas y accéder. Donc il est absolument vital que les femmes puissent s'emparer de ces compétences-là très vite. On va en parler dans quelques instants. Pour cette dernière partie de l'émission, on a encore plein de choses à vous dire. On pourrait faire une nuit complète ou pas ? La nuit du nucléaire. La nuit du nucléaire. Voilà. Bah, qui sait, si on a des choses à dire, tant qu'on peut parler, on parle. Nous, on est comme ça. On est généreux. Voilà, mon réalisateur me dit oui, on est généreux. Très généreux. Voilà, merci de le dire. Allez, plaisir. on reste ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous avez manqué une belle émission qui n'est pas terminée, puisqu'on va revenir sur une expérimentation innovante entre l'Université des métiers nucléaires, France Travail, LinkedIn France et EDF, qui ont donc signé un accord de déclaration commune pour accélérer le recrutement du projet EPR2 à Panly en Normandie. Et il y a avec nous pour en parler Fabienne Arata, country manager de LinkedIn France, Hélène Badia, qui est présidente de l'Université des métiers du nucléaire, Catherine Pou, directrice du développement des services aux entreprises de France Travail. On a parlé des compétences, on a parlé de tout un tas de choses. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir, Hélène Badia, comment tout ça va se déployer, puisque une fois que tout le monde est tombé d'accord, il faut aller dans le même sens et il faut déployer le plus rapidement possible, parce que 2030 et 2050, c'est quand même très rapide. C'est demain. Alors effectivement, l'idée c'est d'expérimenter sur Panly, donc c'est déjà en place, l'expérimentation fonctionne, est déjà en place. En Normandie, merci. Et donc, on a une cellule de recrutement qui est une cellule de recrutement avec des personnels, des salariés de France Travail. Et ces salariés-là vont avoir accès, comme d'habitude, j'ai envie de dire, au vivier de recrutement de France Travail, mais aussi pour la première fois au vivier de recrutement, au vivier LinkedIn. Et ça, c'est super innovant, puisque c'est la première fois que ce grand acteur privé et ce grand acteur public travaillent ensemble et au service donc des besoins en compétences de la filière nucléaire. Et donc, voilà, on va concrètement pouvoir aller à la fois piocher dans les deux viviers, et l'expérimentation montre finalement que ces viviers sont très complémentaires. Il y a des profils qu'on va plutôt trouver dans les viviers de France Travail, d'autres plutôt dans les viviers de LinkedIn, et puis surtout avec des taux qui sont intéressants en nombre de vues et en nombre de réponses aux annonces que l'on peut mettre. Parce que c'est une association qui est assez originale finalement entre LinkedIn et France Travail. C'est vrai que c'est des viviers qui communiquent pas toujours. Vous avez déjà fait ça jusqu'alors avec LinkedIn, ce type de projet ? Non, c'est bien, effectivement, Hélène le disait, c'est une première. Cette association publique-privée, elle est effectivement tout à fait importante, parce que on s'en aperçoit aujourd'hui. Bien sûr, il y a des personnes inscrites à France Travail qui ont leur profil sur LinkedIn, c'est clair. Mais à l'inverse, sur LinkedIn, on va aussi trouver des personnes qui sont déjà en situation de recherche sans être encore venues à France Travail, les fameux Open to Work. Et ces personnes-là, pouvoir les capter en amont, pouvoir aussi jouer sur des réseaux de communication finalement et d'attractivité différents. Je viens pas sur le site francetravail.fr par exemple, mais je vais sur LinkedIn, ou l'inverse. Voilà, c'est cette complémentarité qu'on cherche effectivement à travailler et à mutualiser. Alors le monde de recrutement, on le connaît bien chez LinkedIn. Fabienne Arata, comment tout ça se déploie chez vous ? Est-ce que vous avez monté une opération ad hoc sur le site ? Alors comme l'évoquait Catherine, nous avons mis à disposition les solutions LinkedIn. Donc pour être très précise, notre solution de recrutement pour ceux qui connaissent recruteurs. Et puis la deuxième solution qui sont les offres d'emploi sponsorisées sur la plateforme et qui permettent effectivement à tous les candidats potentiels, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou non, d'avoir une visibilité encore plus vaste que celle qu'ils n'auraient eue si l'offre n'avait été postée que
sur la plateforme France Travail, même si elle est particulièrement visitée. Donc la mise à disposition de ces deux solutions, des sessions de formation également pour que les conseillères France Travail puissent s'approprier ces modes de recrutement un peu différents lorsqu'on source sur LinkedIn versus lorsqu'on source sur le vivier France Travail. Et puis aussi des sessions régulières de partage de leçons apprises entre nous, parce que ça nous permet conjointement de faire évoluer le processus de recrutement que nous mettons en place. L'idée est bien de pouvoir déployer sur d'autres filières, voire d'autres bassins d'emploi. Donc c'est ça le sujet. Et vous mettez à disposition la solution technique, mais les recruteurs sont France Travail. Il n'y a pas de recruteur LinkedIn qui participe à la sélection. Non. Est-ce que ça veut dire que sur LinkedIn, certains employeurs, entre guillemets, ou formateurs ont changé déjà leur système pour travailler justement avec le nucléaire? Est-ce que vous sentez déjà qu'il y a quand même une mouvance nucléaire 2035, enfin 2030 ou 2050 qui se met en marche sur les profils, par exemple? Est-ce que vous avez déjà cette vision-là? Alors, ou c'est un peu tôt? Là, c'est un petit peu tôt pour pouvoir le dire. En revanche, dans le cadre de cette expérimentation, nous sourçons conjointement, évidemment, pour le donneur d'ordre qui est l'UMN et EDF, mais nous sourçons surtout pour les entreprises qui construisent, pour Eiffage, pour l'ensemble de ses sous-traitants potentiels et pour l'ensemble des entreprises qui vont être amenées à collaborer sur le PR de Panly. Pour le recrutement, on cherche quoi comme profil, à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Parce que c'est aussi important. On sent qu'aujourd'hui, l'âge, il y a 10 ans, quand on avait 50 ans, il fallait qu'on parte en retraite. Aujourd'hui, on est presque un jeune emploi, un jeune nouvel employé pour des entreprises. On va jusqu'à quel âge? Les jeunes de 50 ans sont les bienvenus. J'ai envie de dire, tant que les personnes souhaitent venir travailler à Panly et qu'elles sont en âge de travailler, on va les prendre. Alors là, on est sur des métiers vraiment le début du chantier, donc le terrassement, les grutiers, etc. Il faut être en bonne condition physique, mais on peut être une femme, un homme, un jeune ou un plus âgé. On peut être conducteur de travaux aussi. On peut être conducteur de travaux. Et oui, on n'a pas de limite sur les questions d'âge. Et ceux qui viennent justement à France Travail directement taper à la porte ou taper au site internet, on vous envoie des CV. Comment on peut faire aujourd'hui pour aller vers ces métiers, pour ceux qui nous écoutent par exemple? Alors, il y a effectivement les offres qui nous sont confiées par exemple, les entreprises sous-traitantes effectivement sur la centrale, qui sont visibles sur notre site. On travaille avec cette entreprise-là pour savoir quelle est la méthode finalement qu'elle préfère. Est-ce qu'elle préfère recevoir des CV? Ce qui est souvent le cas. Pour l'instant, en tout cas, on est plutôt sur l'envoi de CV. Donc, ça peut se faire effectivement directement sur le site France Travail. On va en parallèle, au-delà de la recherche aussi que nos conseillers vont faire, parce que certaines personnes vont peut-être passer à côté d'une opportunité d'emploi. Donc, nos conseillers sur Panly, effectivement, vont aller rechercher eux-mêmes à partir d'un certain nombre de critères dans nos fichiers France Travail et vont systématiquement en complément rechercher grâce à LinkedIn les profils qui sont effectivement sur le site LinkedIn, et puis à partir de là leur proposer cette annonce-là et la rendre visible, gagner en attractivité aussi sur le site LinkedIn. Donc, et n'importe quelle personne qui serait intéressée par le nucléaire peut bien évidemment prendre contact avec son conseiller dans son agence locale et manifester son intérêt en envoyant effectivement son CV ou en allant, mais je te laisse compléter, allant sur le site monavenirdanslenucléaire.fr, tout attaché, monavenirdanslenucléaire.fr, qui est le portail de la filière. Aujourd'hui, vous avez 7200 offres d'emploi sur tout le territoire français, offres d'emploi dans le domaine nucléaire, sur ce portail monavenirdanslenucléaire.fr. Et ce qui est bien sur ce portail-là, c'est que vous avez aussi une description de tous les métiers, toutes les formations qui mènent à nos métiers, un petit quiz pour savoir en fonction de si vous avez envie de bouger, pas bouger, travailler dehors, à l'intérieur, etc. Quel métier du nucléaire est fait pour vous? Je vous le conseille. Il faut tester, absolument. Vous faites un travail avec les écoles ou dans les lycées professionnels, ou c'est uniquement tourné vers les demandeurs d'emploi? Gros travail avec les lycées professionnels, avec un soutien très fort clairement du ministère de l'Éducation nationale. On est en partenariat avec une centaine de lycées pro qui sont situés à côté de nos bassins d'emploi où on va recruter, donc à côté des centrales nucléaires, à côté des usines Orano, Framatome, etc. Et dans ces lycées-là, on donne des bourses d'études à des jeunes qui veulent s'orienter vers les formations qui mènent au métier. Et aussi, on a mis ce qu'on appelle de la coloration nucléaire, ça devient un peu technique, mais en gros, on met des modules d'enseignement nucléaire dans des diplômes généralistes. Je reprends mon exemple de bac pro chaudronnerie. On va mettre des modules de nucléaire pour préparer
les jeunes et les moins jeunes à venir nous rejoindre. Est-ce qu'on peut faire des missions? Parce que là, on parle de voilà, l'intérêt aussi, c'est d'ouvrir aux missions quand on construit je vous le dirai demain, le mot. Une centrale. Une centrale, voilà, merci beaucoup. Il faudrait que vous viviez avec moi, parfois j'oublie mes mots. Une centrale. On peut venir pour la construction pour une mission et repartir dans un autre secteur ou y rester si on est heureux. On peut absolument, surtout sur des métiers qui sont des métiers du BTP, de la construction. Des métiers freelance en plus. On peut très bien faire grutier pour construire une centrale, puis aller construire l'Opéra de Paris derrière. Typiquement, ce qu'on évoquait récemment dans le cadre de certains métiers, c'est de sourcer pour Hinkley. En Angleterre et de faire revenir ces professionnels pour Panly lorsqu'on en aura besoin. C'est génial. On parle souvent de soft skills. Est-ce que dans ce métier du nucléaire et tout, c'est très important quand même, parce que ce sont des métiers où on travaille en équipe, où on va rencontrer des gens qui habitaient pas en Normandie et qui tout à coup vont débarquer. Il y a aussi ça aussi que vous mettez en avant sur LinkedIn. Absolument. Et Catherine l'évoquait précédemment, lorsqu'il s'agit d'aptitude, de dextérité et de découvrir en quoi on est fait ou pas pour un métier, les compétences comportementales ou soft skills sont bien évidemment un critère de choix pour les professionnels et d'évaluation par les entreprises fondamental. Merci mille fois Fabienne Arata, Country Manager de LinkedIn France. Merci beaucoup Hélène Badia, présidente de l'Université des métiers du nucléaire. Merci Catherine Pou, directrice du développement des services aux entreprises de France Travail. Merci beaucoup. C'est une émission à retrouver, podcastée dans tous les sens. Donc il n'y aura pas de problème. Merci beaucoup Nicolas Leroy d'avoir été avec nous. Bien entendu de m'accompagner. Et puis mon autre co-animateur qui m'a quitté pour cette émission pour parler football, mon cher Philippe. Boa noite, Cécilia. Bonne noite. Absolument. Oui, c'est d'ailleurs un club brésilien qui a été champion du monde d'Amérique du Sud des clubs samedi dernier. Rien à voir avec le nucléaire, on est d'accord. Rien à voir avec le nucléaire. Mais si on est comme très réactif dans les vraies voix du foot. Allez, au menu des vraies voix, on va parler du Paris Saint-Germain. Vous avez vu, défaite à Munich, un match nul qui est une purge contre Nantes, et on pose cette question, PSG, Nasser est-il responsable et coupable de la situation ? Personnellement, je pense que oui, mais il n'y a pas que lui. Deuxième sujet, on va parler des prétendants au podium. C'est la journée de Ligue 1, le duel Marseille-Monaco, avec la victoire de Marseille en fin de match. Ensuite, seconde question Twitter. Ligue des Champions, Ligue 1, l'arbitrage est-il à la hauteur ? Moi, j'ai crié devant ma télé devant l'arbitrage de Monaco-Benfica, j'assume totalement. Et alors, ne parlons pas de Lyon-Nice. C'est en Coupe d'Europe et c'est en Coupe de France. Et on finira par un module beaucoup plus sérieux. On a frôlé le drame dimanche. Eduardo Bové, le joueur de la Fiorentina, a fait un arrêt cardiaque sur le terrain. Il a été sauvé de justesse. Et on aura le docteur Roger Rouham, médecin du sport, pour savoir si les cadences infernales des footballeurs sont à l'origine de ces drames. Et on sera évidemment avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso et Maxime Zena. Et on se retrouve demain pour les vraies voix à partir de 17h. Merci Philippe. Avec un immense plaisir. Avec joie et bonne humeur. On vous souhaite une très jolie soirée sur Sud Radio et on se retrouve demain à 17h. Passez une belle soirée. Salut.